La culture du bleuet en est une particulière. Émilie nous présente une opération primordiale pour assurer les récoltes à venir et la production de son entreprise. Là, on est dans les dernières étapes. Oui. Avant l'hiver, c'est ça? On est dans les dernières étapes avant l'hiver. En fait, là, on a attendu la deuxième gelée. OK. Importante pour que la sève elle puisse bien descendre dans la racine qui se retrouve dans le sol. Puis on pratique le fauchage, donc on va s'occuper de couper tous les plants, puis on va vraiment faire attention. Là, tu sais, c'est ras, hein, vraiment. Ben oui, on va ben même oui. faire attention d'aller à l'intérieur du sol pour s'assurer de briser, d'écorcher la racine, qui, elle, est vraiment omniprésente dans l'intérieur du sol. Puis ce qu'on veut par ça, c'est qu'au printemps prochain, elle se déploie en plus de petites tiges. Ouais. L'année prochaine, ici, c'est sûr, ça ne produira pas. Non, ici, on va avoir une belle végétation, donc on va utiliser, là, dès la fonte des neiges, en fait, là, le plant va commencer à se stimuler, il va se développer, puis il va aller chercher sa hauteur pendant la première année, qu'on appelle l'année de végétation, mais c'est vraiment pour donner la possibilité au plant de se développer. Puis là, il n'y aura pas de bourgeons, pas de fleurs. Après ça, les feuilles vont tomber à l'automne. Il va y avoir un tapis de neige qu'on souhaite, hein, arriver là, sur le sol pour pouvoir bien l'isoler. Puis quand ça va refondre, bien là, on va avoir un bourgeon qui va se développer avec le plant. Puis toute l'année, là, il va y avoir un début d'apparition, excuse-moi, de fleurs, puis qui va être pollinisé, puis qu'ensuite va faire un fruit pendant le reste de l'été. Et ça, c'est vraiment les dernières pratiques. Après ça, on range tous les outils. On laisse la nature... oui, exactement. On laisse la nature se déployer par elle-même. Ce qu'on souhaite cet hiver, c'est d'avoir des tapis de neige. Puis quand c'est vallonneux comme ça, on veut juste s'assurer que quand il y a un tapis de neige, puis qu'il ne soit pas balayé par... C'est des endroits dénudés. Exactement. Parce que même s'il n'y a pas de plan, le gel va quand même affecter la racine? Le gel va affecter la racine, puis c'est le gel le plus dommageable, hein, parce que ça va prendre des années avant que la racine elle se reconstruise pour pouvoir se refermer. Ça arrive souvent qu'on se promène dans les terres à bleuets puis qu'on voit les flancs de coteaux qui sont vraiment dégarnis, puis que là, on va rétendre du paillis année par année là, pour s'assurer que bon, ça commence à se stimuler puis ça se développer. Mais l'idée, c'est vraiment de toujours utiliser les choses en préventif. Donc, normalement, on va installer des barrières à neige dans les endroits où ça va être en tapis de moins forestier, admettons. Donc, quand on a une forêt dense tout le tour, c'est pas inquiétant. Okay. C'est quand on est en bord de route ou des champs vraiment dénudés ou de rivière, exactement, puis qu'on a beaucoup de vent, bien là, on veut s'assurer là, que la neige reste au sol, donc on va mettre des clôtures à neige un peu partout. Dans le fond, on fait comme remettre la nature à zéro en fauchant. Puis exact. Ça n'a jamais de date de fin, on va toujours pouvoir le refaire ou il y a des... Bien, c'est déjà une pratique très éco-responsable de le faire comme ça. Y a des vieilles bleuetières qui ont mené... Non. Jusqu'à maintenant, on a toujours été vers l'augmentation de la production, hein, parce que plus on sectionne le rhizome, plus il va se redéployer. Okay. Puis la nature va faire d'elle-même. S'il y en a trop de plants, là, ils se développeront pas. C'est exactement comme dans nos plates-bandes. À un moment donné, ils ont des limites, là, puis ils sont occupés. Mais c'est la même chose qui va se produire ici. Mais de le faire 1 an sur 2, donc de jamais faire beaucoup de récoltes. On pourrait dire, on va toujours faire 2 productions de bleuets puis 1 an de fauchage. 2 productions de bleuets, 1 an de fauchage. Ce serait une possibilité. Sauf qu'on viendrait qu'à épuiser le sol, épuiser la racine qui est présente. Donc, cette façon-là, c'est vraiment la façon la plus durable. C'est une rotation qu'on exerce, en fait, qu'on vient mettre en place. Sinon, on aurait des années un peu comme les pommiers. Hein? Tu sais, les pommiers ont des grosses années et des années plus petites. Okay. Le plant, il va se sevrer lui-même s'il est en abus. Mais là, ici, c'est vraiment ça qu'on fait, là, où est-ce qu'on va pratiquer le fauchage pour donner une chance. L'année prochaine, ça va être juste de la végétation, donc un beau petit pied vert pendre. Puis après ça, l'année d'après, il va y avoir une production fruitière. Là, si on est rendu là, c'est que la récolte a été faite. Elle est faite et elle est à oublier. C'est ça que j'allais dire. C'est pas une récolte qui va passer à l'histoire, mais... Non. Mais regarde, ça prend des années là. comme celle-là aussi pour nous faire apprécier. Puis je pense que c'est parce qu'elle était côte à côte. Hein? Elle était avec l'année où est-ce qu'on a eu des records de production impressionnants au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis là, on a une perte de 70 de 70 à 90 dans certaines zones. C'est généralisé. Fait que c'est sûr que l'écart est grand. On avait eu une année moyenne, peut-être qu'on l'aurait pris moins difficile. Mais là, on est allé se carrer l'année passée avec des gros rendements au sol. Puis cette année, on a eu une vache maigre qu'on appelle. C'est principalement un gel du printemps, c'est ça? C'est un gel du printemps à répétition. On a eu 5 gelées avant la lune de juin. C'est pas de l'isotérie, là, c'est vraiment... Bon, c'est comme ça que ça fonctionne, là, avant les gelées critiques, là, c'est vraiment les lunes au niveau du juin. Puis après ça, ça a été occasionné aussi par une espèce de grande sécheresse qui est venue meubler une partie de l'été. Donc le fruit, on dirait qu'il n'a jamais réussi à au moins atteindre un poids intéressant ou... C'était sec, on récoltait, c'était sec, le sol était sec, il n'y avait pas d'humidité, l'humus, c'était comme
Non, c'était pas une belle année ni au niveau de la récolte, ni au niveau de la qualité du fruit, je pense. Puis même dans les grades qu'on sort, là, on est dans du médium, small, au niveau de la production. Ouais. Le grade, principalement, c'est la grosseur, tu dis? Oui, exactement. Quand on grade là, à l'usine, on grade les fruits, là, on arrive normalement avec des score sheets là, qui sont le fun parce qu'on a du médium, du large, du extra large. Mais là, cette année, on est dans le médium small. Même ça se produit, occasionné par le manque d'eau qu'on a eu pendant la récolte. J'ai une grande inquiétude. Est-ce qu'on va quand même avoir des produits de l'île du Lac pour Noël? C'est sûr. C'est sûr. Non, on assure vraiment toujours notre production. De toute façon, on produit beaucoup plus que ce qu'on peut transformer. Donc, normalement, là, familialement, on va produire à peu près, ça dépend des années, mais entre 5 et 6 et 700 000 livres par année. Puis, au niveau de l'île du Lac, on va transformer à peu près 250 000 livres annuels. Fait on est quand même encore pour un bout avant d'en manquer. Puis sinon, on est partenaire avec la congélerie Héritier Normandin que l'on connaît. Donc, on va toujours assurer là, notre production de cette façon. Donc, on va avoir de la confiture sur nos tables encore pour l'hiver. Oui. La tarte au bleuet va se faire quand même, tout ça. C'est juste que la beauté là-dedans, c'est que je sais qu'année prochaine, on va avoir des appels clients qui vont dire « Mais ça que le bleuet est petit dans la confiture cette année. » Ah oui? Oui. Les gens là, qui rachètent le produit, ils sont vraiment très conscients en fait, de la qualité qui est à l'intérieur. Puis là, on va vraiment leur expliquer exactement ce que je t'explique aujourd'hui. Oui, certainement, parce qu'il y a eu de la sécheresse l'année passée, le fruit est devenu moins grand. Mais normalement, il va être beaucoup plus goûteux, par exemple. Il va être plus, ça, j'allais demander. OK, il va être plus goûteux? Il va être plus goûteux. Plus sucré, plus concentré. Mais, tu sais, à force de faire de la confiture, nous, on la fait vraiment tout à la main encore aujourd'hui, là. Puis, je te dirais que quand on transforme des fruits comme ça, là, qui n'auront pas été récoltés dans des périodes où il y a beaucoup d'humidité, là, bien, ça fait en sorte qu'on va cuire moins longtemps parce qu'il y a moins d'eau à évaporer à l'intérieur d'un produit. Tu sais, ça ne joue pas de 15 minutes, là, mais on est capable de voir qu'on va atteindre des taux de sucre, là, 2, 3, 4, 2 minutes, 1 minute, tout le temps, là, avant la fin, normalement, d'une année, ou ce qui est comme dit normal, là, je pourrais dire. En ce beau soleil d'automne, on discute avec Patricia, la fille de Guy, sur son enfance à la ferme. Malgré un cheminement différent, elle demeure très attachée à l'entreprise familiale. Fait que Patricia, on est rendu à l'automne. Oui. Ton père t'a fait confiance, il n'est pas là aujourd'hui, c'est toi qui est la meneuse de la ferme. Fait que tous les veaux ont été ramenés, on en voit quand même plusieurs. Oui, ils ont été sevrés à l'automne. Ça, c'est les filles qui vont être choisies pour la reproduction. OK. Puis les autres lots, il y a des femelles puis des mâles. Puis les autres, au fond, c'est les plus jeunes, là, qui sont plus petits que ça, là, qui ont été vêlés à la fin. Est-ce que ça va passer l'hiver ici? Oui. OK, ils vont tous passer l'hiver. Il y en a sûrement ici? qui vont partir là, pendant l'hiver pour aller à l'abattoir. Puis les femelles, eux autres, ils vont aller à Réforme là, pour se faire engraisser. Là, OK. Puis les femelles, il y en a quelques-unes qui vont être choisies pour la reproduction. Puis, fait qu'ils vont passer leur vie ici. Oui. Fait que les passent l'hiver ici, puis au printemps, ils vont aller dans... Ouais. Quand les packages vont être prêts, ils vont sortir. Fait que vous allez les soigner ici tout l'hiver. Exact. Là, vous en avez ici, vous en avez encore en haut là-bas aussi? Non, je pense qu'ils sont toutes là. Ils sont rendus tous ici? Oui. Ils ont tous été sevrés. Les vaches, eux autres, les adultes, ils vont passer l'hiver dehors? Oui. OK, dans Ouais, les enclos. dans les clos Les enclos d'hiver. Ouais. Okay. Patricia, t'es pas vieille. T'as Non. 18 ans? Oui. T'as toujours vécu sur une ferme? Oui. C'est-tu plaisant vivre sur une ferme Oui. pour un enfant? Oui. Rapidement, là, comment tu décrirais ton enfance ou ta jeunesse sur une ferme? Là? Bien, tu sais, il y a tellement d'espace pour jouer que j'étais tout le temps rendue ici avec mes amis à jouer à n'importe quoi. Là, et c'est toujours le fun d'avoir full d'espace pour jouer. L'espace, des bâtiments. Ben oui, puis jouer dehors, tu sais, à cette heure, il y a presque plus de monde qui joue, des enfants qui jouent dehors, là, c'est rare. Là, fait que, moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé mon enfance sur une ferme. Là, des animaux en masse, on voit les chats passer. Oui, les chats, puis j'ai eu des moutons, j'ai eu un cheval, puis des chats. J'ai toujours eu des chats depuis que je suis tout petite. Fait que, tu sais, on connaît des fois des enfants qui rêvent d'avoir un chat puis qui harcèlent quasiment leurs parents pour être capable d'avoir un animal ou un chat en campagne. Quand on vit sur une ferme, c'est pas trop problématique. Trop, on en voit en masse. Hein. Le travail, ça devient pas une obligation. Je suis certain qu'à force de voir tes parents travailler, à force de voir le quotidien, avec le temps, comme quand tu grandis, tu mets la main à la pâte toi aussi, tu participes avec plaisir à quelque part. Oui, j'aime quand même ça. Je ferais pas ça de ma vie, là. Mais mon père, c'est un modèle pour moi, sauf que je ferais pas ça de ma vie. T'sais, il est tellement passionné, puis il a tellement la patience, tout, mais moi, je ferais pas ça, mais j'aime vraiment ça l'aider, comme quand justement il y a les veaux, puis
quand il commence, là, au printemps à Vailé, j'aime vraiment ça. Puis justement, au printemps, il y a eu, on a eu la COVID, fait qu'on a vraiment... je l'ai vraiment aidé pendant ce temps-là, vu qu'il ne pouvait pas s'approcher de ses employés. Okay. Lui, il ne peut pas arrêter complètement. Là, quand non, ça c'est sûr. Fait que c'est ça. On l'a aidé pendant un bout, là. Vers quel âge que tu peux dire que tu as commencé vraiment appelons ça, travailler ou à participer plus activement, là? As-tu toujours été une petite partie? Puis... Oui, une petite partie. Comme quand j'étais plus jeune, je ramassais des roches dans le champ avec les 4 roues. J'ai déjà, au début du secondaire, j'ai déjà fait du foin. J'en ai fait une fois, là. Mais ouais, sinon, c'est vraiment l'aider avec les veaux piqués, les vacciner. OK. Sinon, l'aider le soir dans les chats pour changer les clos, les vaches dans le clos. Puis, sois honnête, quand ton père te demande « Demain, Patricia, j'ai besoin de toi pour ça », c'est une corvée ou c'est... Bien, ça dépend quoi. Tu sais, s'il me dit « Tu vas aller ramasser des roches », là, non. Ça, j'aimerais pas ça. Mais tu sais, s'il me dit « Tu viens demain pour vacciner les veaux », ouais, ça, j'aime ça. Ou bien, tu sais, mettons, le vétérinaire, il vient, puis tout, là. J'ai déjà participé à la première césarienne d'une vache à mon père. OK. Ouais. Puis c'est impressionnant, là. Ah ouais? Oui, c'est sûr que c'est pas le quotidien de la plupart des enfants. Ouais, la plupart du temps, ils essaient de faire ça avec la veileuse. Mais, on l'a vu, ça, on l'a vu quand on est venu au printemps. printemps. Avec le petit veau là-bas. Ouais. Puis, ouais, c'est vraiment impressionnant. Vivre sur une ferme pour un enfant, on comprend que c'est un paquet d'expériences que peu de gens peuvent vivre ou découvrir. Puis, même tu sais, c'est des expériences, comme tu dis, la césarienne, t'en as vécu une dans ta vie. Fait que, tu sais, c'est pas quand même pas des choses communes. Fait que vivre ça, c'est assez extraordinaire aussi quand même. Oui, vraiment. Je changerais pas mon enfance. Non, t'aurais pas aimé ça? Non, vivre en ville, non. Non. J'aime vraiment ce que j'ai vécu. Mon enfance, je regrette rien de ça. Sur une ferme, c'est vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça. C'est sûr que les horaires sont peut-être plus chargés, mais comme tu dis, il y a de l'espace. Oui. On dit les horaires chargés, mais ils sont peut-être chargés à long terme, mais à court terme, il y a quand même des temps libres, puis il y a quand même la disponibilité. Bien, ça il y a par saison. Tu sais, mon père, oui, il était présent. Quand il était là, il était vraiment 100% présent. Sauf que, tu sais, être agriculteur, c'est une job à temps plein. Fait que, c'est normal qu'il n'ait pas été présent autant que, comme, mettons, quelqu'un qui travaille 40 heures semaine puis qui travaille de 8 à 4. Là. Mais il était tout le temps quelque part. Oui, tout le temps. Tu le voyais, il est tout le temps là. Mais c'est ça. Il n'est pas tout le temps assis dans la maison, mais il est tout le temps exact. À quelque part. Plus tard, tu ne deviendras pas fermière. Bien, je suis pas 100% fermée, mais tu sais, je me dis, la vie va me mener à quelque part. Puis, tu sais, mon père, mais qu'il prenne sa retraite, si je suis prête à prendre la ferme, je la prendrai. Mais, tu sais, présentement, je ferais pas ça de toute ma vie. OK. Mais, tu sais, je sais pas c'est où ce que la vie va me mener. Mais tu vas toujours rester quand même proche de ton père puis de l'entreprise. Oui. Toujours prête à aider, sauf ramasser des roches dans le champ. Exactement. Mais c'est ça. Je sais pas. Je sais pas ce que je veux faire dans la vie. Fait que, tu sais, si mettons, quand je vais avoir, je sais pas, 30 ans et plus, peut-être bien que je vais être ouverte à prendre la ferme. Puis, ouais, tu sais, je sais que je vais avoir le meilleur des professeurs. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Puis, tu verrais-tu élever ta famille comme toi, t'as grandi sur une ferme? Ouais. Ouais. C'est comme ça serait tes enfants qui pourraient continuer la lignée des chats? Ouais, la lignée des chats. C'est bien dit. Bonjour Gilles. Bonjour François. Aujourd'hui, tu nous amènes en terrain connu. On va parler du bleuet. Oui, le fameux bleuet qui fait la renommée de notre région, bien sûr. Je pense que ça va être intéressant de voir comment l'histoire a marqué, l'histoire du bleuet et son association a marqué notre région. Je pense que ça va être un sujet pertinent. Donc, les premières écoles de bleuet, François Sauvage, datent de la fin des années 1800 au Lac-Saint-Jean, bien que le fruit lui-même était consommé des siècles plus tôt par les peuples autochtones. La région est particulièrement réputée pour son abondance de bleuets parce que le petit fruit bleu pousse surtout en forêt dans les zones qui ont été auparavant défrichées, en particulier lors de brûlis.
En agriculture, tu sais, François, le feu est connu comme une façon de régénérer la terre et de tirer parti de la fertilité des sols. Plusieurs croient d'ailleurs que le grand feu de 1870, une tragédie d'une ampleur phénoménale dans la région, aurait contribué à remettre les terres à neuf et donc à permettre au bleuet sauvage de s'étendre de façon exponentielle. Le bleuet sauvage, plus petit que son cousin des États-Unis, plus sûr au goût, aussi est un véritable emblème au lac Saint-Jean. Nous avons profité du fait qu'il pousse naturellement sur nos terres forestières pour en développer la culture. Au même titre que le travail, dans les chantiers d'hiver, la récolte du bleuet est devenue une tradition annuelle à la fin de l'été. Elle constitue un revenu non négligeable pour les cueilleurs. Le prix du bleuet, cependant, varie d'année en année, évidemment en fonction de différents facteurs. C'est au début de la colonisation qu'on cueillait le bleuet à la main, à la tapette ou au peigne, en forêt et plus tard dans les bleuetières. Ça va rappeler des souvenirs à plusieurs. On le criblait pour en retirer les feuilles avant de déposer les bleuets dans des boîtes de bois. C'est ce qu'on appelait communément le vannage. Alors François, pour faciliter la mise en marché du bleuet et faire face à la concurrence, notamment avec nos voisins des États-Unis, on voit apparaître des bleuetières privées entre les années 1950 et 1960. En 1966, on en compte déjà 16. Vont voir le jour des bleuetières à Sainte-Marguerite-Marie, Sainte-Eugène-d'Argentanais, Saint-Félicien, Albanel, Saint-Augustin, Saint-Thomas-Didyme, pour ne nommer que ceux-là. Peu à peu, elles se développent et s'industrialisent. Certains ont même inventé des machines à bleuets pour faciliter la cueillette. On transforme aussi de plus en plus le petit fruit avec l'industrie agroalimentaire. La compagnie Julac, fondée en 1972 par des hommes d'affaires de Dolbeau et de Mistassini, en est un bon exemple. À l'époque, on offrait une variété de vins faits à base de bleuets sauvages. L'apéritif du bleuet est le premier à être mis en marché. Il ne faut pas oublier non plus le Festival du bleuet qui célèbre notre emblème en août à Dolbeau-Mistassini, et ça depuis 1961. La fête devait placer Mistassini sur la carte. Lors des premières éditions, d'ailleurs, on couronne une fée du bleuet et on donne un bal en son honneur. Parmi les traditions du festival qui se perpétuent encore de nos jours, on compte le défilé de chars allégoriques et la dégustation de la fameuse tarte au bleuet géante, qui peut nourrir jusqu'à, imaginer, 450 personnes. L'événement est d'ailleurs considéré comme le premier festival organisé dans la province. C'est donc le plus vieux festival du Québec. C'est notre fierté. Avec le festival, un économusée, des bleuetières et des produits du terroir, le bleuet est au cœur de notre offre touristique régionale. Alors François, pour cette capsule, ça fait pas mal le tour. On pourra revenir avec d'autres sujets tout aussi intéressants. Merci beaucoup. On peut facilement comprendre que le bleuet sauvage a été un élément important de l'histoire de notre région. A été et demeure encore un élément très important. Je pense que ça fait la renommée du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En effet. Merci beaucoup, Gilles. À bientôt. Chantal nous dévoile une opération de sa production que l'on attendait tous, l'extraction du miel. Fait qu'on envoie ça là-dedans de même. C'est comme un hachoir, si on veut. Ouais, c'est même ça complet. C'est une vis sans fin, puis là, ça va sortir au bout de là, dans le baril. C'est sûr que là, c'est refroidi. Quand on extrait, on le fait le lendemain à mesure. Ouais, là, ça rentre plus facilement. Donc, il va finir par en sortir un moment donné. Mais là, c'est comme... vu que là, je vais m'apprêter à fondre la cire, le restant, je vais l'envoyer dans le fondoir. C'est plus facile quand même. Parce que de toute façon, c'est ça qu'on fait avec. C'est juste que là, il ressort un petit peu de miel. Là. OK. Fait que là, en le pressant de même, tout ce qui reste de miel va sortir. Nous autres, on l'a adapté pour faire ça, mais je pense qu'à la base, les gens utilisent ça quand ils ont une couronne, une machine à désoperculer. Que là, ça tombe avec du miel, puis fait que c'est plus facile à passer. T'as pas besoin de pousser avec un bâton. Là, pour moi, t'évites pas mal. Oups, Colin! Fait que c'est ça, ça, dans chaque ruche, vous allez sortir de ça. Là. Ouais. Quand tu les opercules, c'est ce qu'il y a dans les trous, si on veut. C'est ce qu'il y a, ouais. L'opercule, c'est le petit bouchon sur l'alvéole, en fait, quand le miel est mûr.
Les autres, ils le ferment. Puis... Je peux pas souvent en sortir un moment donné. Mais en tout cas, c'est ça le principe. Bon, laissez virer un petit peu ce qu'il a envoyé. Ça, c'est tout rempli, là? Oui, ça, c'est tout plein. La tabarouette, il y en a quand même pas mal. Oui, c'est une partie de notre récolte. Il y en a d'autres. André, il y a une petite réserve personnelle dans son sous-sol. Je sais pas s'il va sortir. Ton miel, il va sortir là? Oui, il sortirait là, mais là, c'est rendu frais. Je sais pas s'il va vraiment en sortir. Je sais pas si... Ouais, il y en a un petit peu. OK, fait qu'il ressort du miel quand même. Oui, c'est ça. Il y a plus de particules de cire dans celui-là. Fait que c'est ça, là. Ça va être mon petit à 3 cadres manuel, mais sinon, d'habitude, c'est là-dedans. Il rentre 72 cadres là-dedans, dans chacun. 112 cadres? 72. 72 cadres, tu veux dire... Oui, les cadres, c'est ça. Un cadre, dans le fond, nous autres, les hausses sont à 9 cadres de miel. Fait que ça prend 8 hausses pour remplir un gros extracteur comme ça. Fait que moi, dans le fond, je vais enlever ça, la petite opercule qu'il y a là, le petit bouchon que je parlais tantôt. C'est ça que vous mettez là-dedans? Oui, c'est ça. Mais là, ça, c'est des cadres qui ont été bâtis cette année, là, ceux qui sont blancs comme ça. Je les avais fait... J'avais incité les abeilles à les monter pour faire des rayons de miel, mais là, ceux-là, ils sont pas assez operculés. Là, okay, j'ai choisi. Ceux qu'on trouve là, dans les... Ouais, c'est ça. Là. Tiens, j'ai l'air pas pire. C'est la chaleur qui donne un bon coup de main aussi. Oui, c'est ça. Puis le tranchant, je vais enlever la petite motte. Ça, c'est ça, l'opercule. Oui, l'opercule, là, je l'enlève. Ah, ça sent encore meilleur. Hein. Ah oui, ça sent bon. Ça sent bon, hein? Ça sent le bonbon que je mets. Oui. À l'onde. Oh, lui, il est plus foncé. Ah, ben oui. Moi, il y a du sarrasin dedans. Du sarrasin? Oui. OK. Il y a qu'à y voir la couleur. La couleur. Fait que à la couleur, puis après ça, au goût, tu es capable de dire... Oui, c'est vraiment du sarrasin. C'est confirmé. Pour toi, le meilleur miel, c'est quoi? T'as-tu un quoi? Ben, ils ont tous le petit quelque chose. Sûr que sarrasin, c'est plus fort, mais... Tu sais, je le déteste pas quand même. Non, j'ai de la misère à dire qui est mon préféré. Là. OK, ça dépend des matins. Ça dépend des matins. Bleuetière a son petit quelque chose. Miel de trèfle. C'est sûr que le miel de trèfle, c'est doux. Ouais, c'est... Lui, c'est le nez, là. Okay. C'est vraiment plus pâle aussi. Ben, lui aussi, là. C'est sûr que lui, ça a l'avantage. Le cadre, il est dans ce sens-là. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin de tourner mon cadre, là. Ici, c'est un côté à la fois, là, dans le fond, avec ça. Ah, tu rentres le cadre au complet? Ouais. Mais je vais décollecter un petit peu mon rabot parce que ça boucane. Le feu ne pognera pas, mais on va se boucaner pas mal. Okay. Faut que là, je me commence tranquillement, commencer à le faire sortir. Le miel, c'est-tu bon pour la peau? Oui, la cicatrisation, c'est bon, les bobos, ça guérit bien. Ça a plein de vertus, hein? C'est antibactérien, antifongique. Fait qu'on s'amuse à dire qu'on est comme si on était ces antibiotiques à l'année, fait qu'on n'attrape rien. Une apicultrice, ça mange du miel à tous les jours? Ben moi, oui. Je sais pas si... je sais pas si ça existe. Admettons un apiculteur qui aime pas le miel, là. Je sais pas. Ça doit être dur à croire. Ouais, je pense que oui. Puis le miel, c'est le matin ou à tous les repas? Ou... Ça dépend. Le matin, au moins. OK. C'est une petite dose, le classique. Puis après ça, ça dépend. Ça dépend comment on fait. On en met des recettes. On en met un peu partout. Puis c'est quand même... miel Picard, c'est quand même un classique. Oui, bien, c'est un bon bout. Des tables du matin dans la région, je pense. Hein? Sûrement. Depuis longtemps. Et moi, je me rappelle, là, des pots miel Picard envoyés chez ma grand-mère. Bien, ils sont en plus récupérés. Hein, ça devient des pots de betterave, ça devient des pots de... Oui, c'est certain. Moi, je vais changer mon cadre. Lui, il est trop pesant. Trop pesant? Oui, les autres, ils n'ont pas beaucoup de miel. Puis lui, il est cristallisé. Oui, c'est ça. Fait que là, ça va pas bien. Puis je vais m'en faire un plus petit. On n'a pas l'inconvénient de ça avec un gros extracteur aussi, là, mais bon. Oui, parce que tu nous fais une démonstration. Oui, c'est plus ça. C'est pas une machine qui habituellement vous servez ou? Ça? La petite? Ah non, ça, c'est moyen que pour mes petites batches de miel, si on peut dire. Oui, c'est ça. Bon, ce miel-là, il a l'air particulier. Là, je fais 2-3 cordes là-dedans. Puis là, tu as vraiment
plus miel pur, si on peut dire. Mettons que je trouve 2-3 quarts de verge d'or, ben ça en prend au moins 3. Là. OK, là, tu es capable de faire... Ouais, fait que là, je me fais des petites batches. Ça, c'est la réserve Chantal. C'est en plein ça. Puis là, dessus, il y a trop de sarrasin, je les sépare. OK, tu vas le garder vraiment... Ouais, je vais les faire ensemble, parce que sinon, ça va tout mélanger mon miel. Mais il n'y en a pas gros, comme vous pouvez constater, il y a bien ça. C'est tout ce qui reste oui. de production de miel 2021? Oui, c'est tout ce qui reste. Les derniers cadres que j'ai pas coupés en rayon parce qu'ils étaient pas assez mûrs, là, dans le fond. Bon, lui, il devrait bien aller. Puis sinon, vous êtes de la même date qu'habituellement? C'est souvent fin septembre, début octobre qu'on termine, là. Vous êtes pas mal dedans. Ça dépend des années, là. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait aussi, parce que, tu sais, qu'on est régi beaucoup par la météo. Là. Des fois, il y a des étapes pour les ruches qu'on n'est pas capable de faire dans le moment qu'on voudrait. Fait que là, on fait retarder un petit peu l'extraction. Puis avec ça, on peut jouer. On les laisse les cordes au frais au pire. Puis on peut le faire quand on a le... C'est quand c'est le temps. Qu'est-ce qui reste? C'est la cire, ce qu'on voit? Oui, ça, c'est la cire. Okay. Les alvéoles que les abeilles ont bâties cet été. Tout reste là? Tout reste là. Fait que l'année prochaine, ils n'ont pas besoin de la rebâtir. C'est bon. Fait que pour eux autres, c'est moins de travail. Là. L'hiver a la qualité de ralentir le rythme. Qu'en est-il du domaine agricole? C'est ce que nous découvrirons dans les prochains épisodes qui termineront cette boucle des saisons.